Je me rappelle, avant de rencontrer mon mari, quand je partais en date, c'était moi qui devrais payer pour affirmer quelque chose. Quand on est en société, les gens ne me parlent pas en étant la femme d'eux. Oui. Je suis arrivée au point où j'existe par moi-même. Toi-même. Un entrepreneur qui vit de son activité va péter un câble. Moi, j'ai envie que toutes mes clientes soient indépendantes d'une façon ou d'une autre. Donc, le fait d'être féministe, pour moi, c'est tout simplement avoir le choix. Avoir le choix d'être à la maison, avoir le choix de travailler, avoir le choix d'être maman, avoir le choix de ne pas être maman. Bonjour et bienvenue sur le plateau de The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus. Ici, on discute de tous les sujets qui nous touchent particulièrement ou alors de tous les sujets tabous dont on ne parle pas souvent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis hyper contente de recevoir une femme que j'admire beaucoup. Elle nous a rejoint ici au Cameroun parce que normalement, elle n'est pas d'origine camerounaise, mais nous, on la considère déjà comme l'une des nôtres. Voilà. Elle, c'est Tima. Elle est maman. Elle est mariée. Elle est entrepreneur. Mais surtout, elle est féministe. Et elle assume pleinement. Bonjour, Tima. Bonjour Inès, merci pour cette introduction. J'ai commencé à pleurer. Le make-up. Oh non. On doit garder nos make-up et tout. Allez, on est prête. Alors, comment tu vas, Tima? Écoute, ça va. Comme on peut aller quand on est trentenaire et plus. Oui, trentenaire et plus. Et plus, we're dealing with life, actually. Exactly. Donc, alors, je t'ai défini comme, avec plusieurs casquettes, maman, entrepreneur, féministe, mais femme aussi. Oui. Comment toi, tu te définis? Alors, moi, à chaque fois qu'on me demande de me présenter, je sais pas pourquoi, ma première présentation, c'est « je suis maman ». Je pense que ce qui me définit le plus, c'est la maternité. Okay. Et je pense que c'est parce que en ce moment, c'est ce qui occupe le plus de ma charge mentale, de ma bande passante et de mon temps en fait. Donc ça fait que je me présente ainsi. C'était pas le cas avant. Ok. Ouais, avant jeune cadre dynamique, moi je me présentais toujours avec ma carte visite. Oui. J'étais une carriériste. Est-ce que je suis toujours une carriériste? Je sais pas. Mais j'étais une carriériste. Okay. J'étais une carriériste et du coup, je me présentais par ce que je faisais, par l'entreprise dans laquelle je travaillais, par les choses que j'exécutais dans le monde professionnel. Oui. Et depuis que je suis maman, je dis je suis maman. Donc, et là, ça fait combien d'années que tu es maman? Alors, mon premier, il a 12 ans et demi. Donc, voilà, c'est un bonhomme. Là, il rentre dans l'adolescence. Youpi! Et ma deuxième, elle a 6 ans et demi. D'accord. Ouais. Donc, ça fait 12 ans que tu te définis plus par tes accomplissements professionnels? Oui, plus ou moins. Et plus encore depuis que je suis entrepreneuse. Ok. Oula, ça va ouvrir ça va ouvrir mais écoute, tu es en train... C'est la boîte de Pandore, en fait. Oui, clairement. Bon, avant que les caméras ne se mettent à rouler tout à l'heure, je te demandais si tu étais OK avec le fait de te présenter comme une féministe. Et tu m'as dit oui, tu l'es, tu l'assumes, tu es engagée. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, le féminisme? Déjà, je ne conçois pas qu'une femme ne soit pas féministe, en fait. C'est pas par jugement ou quoi, je respecte les autres et tout ça, mais je pense que la perception du féminisme aujourd'hui est tellement biaisée que ça fait mal au cœur qu'une femme et même un homme ne se définissent pas par étant féministe. Aujourd'hui, le fait d'être féministe, et c'est le fait d'être humain, en fait. C'est pas, on n'est pas en train d'arracher des acquis aux hommes, on n'est pas en train de se battre pour avoir une place dans la société, on est juste en train de s'affirmer comme étant une personne, un être humain. Et être féministe, c'est juste étant une femme, être humain avec ses droits et ses responsabilités. Donc, le fait d'être féministe, pour moi, c'est tout simplement avoir le choix. Avoir le choix d'être à la maison, avoir le choix de travailler, avoir le choix d'être maman, avoir le choix de ne pas être maman, avoir le choix de se marier, avoir le choix de ne pas se marier. Tout à fait. Avoir le choix d'être habillé comme on veut, de porter un voile, de ne pas porter un voile, d'être avec un short, de ne pas être avec un short. Donc, ce choix-là, c'est ça, être féministe. Et à partir du moment où on remet en cause un aspect de ces aspects-là, il y a un problème de liberté qui s'installe. Parce que ce sujet-là ne se pose pas pour les hommes. Les hommes ont le choix. Et c'est tellement injuste que les femmes n'aient pas tout à fait la même chose, à savoir la liberté de décider pour soi-même. Donc, c'est ça être féministe pour moi. Donc, à partir du moment que c'est ma définition du féminisme,
je peux pas ne pas être féministe. Je peux pas concevoir qu'une femme, déjà, et même un homme ne soit pas féministe. Alors, aujourd'hui, tu en parles comme ça, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu cette vision-là de la vie avant même qu'on y accole le mot féminisme? Moi, je sais que quand on commence dans l'adolescence à construire sa personnalité, c'était une volonté de ma part d'être féministe. J'étais impactée par les femmes autour de moi. Moi, ma maman était une femme très très forte et assez engagée aussi. Donc pour moi, le sujet même du féminisme ne s'est pas posé. Par contre, tout au long de ma vie, la vingtaine, la trentaine et maintenant la quarantaine, la conception même et la définition du féminisme a changé. Parce que moi, je me rappelle, à la vingtaine, le féminisme était plus en colère. Oui. C'était un féminisme de contestation, d'affirmation. Je me rappelle, avant de rencontrer mon mari, quand je partais en date, c'était moi qui devrais payer pour affirmer quelque chose. Donc, c'était un micro-féminisme qui est basé sur « je vais casser les codes ». Donc, ça, c'était la vingtaine. La trentaine, c'était un féminisme un peu plus adouci. À savoir, c'est bon, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, j'avais une carrière, j'étais mariée, voilà. Donc, je cherchais plutôt à un équilibre. C'est ça, la trentaine, c'est chercher son équilibre. Et donc, mon féminisme s'est apaisé et je me disais, à partir du moment où je travaille, où je gagne bien ma vie, où j'arrive à être une bonne maman à la maison et une bonne épouse, c'est ça mon féminisme, je suis en train de donner une bonne image de la femme. Donc ça, c'était la trentaine. Arrivé à la quarantaine, comment on va appeler ce féminisme sans être un peu « we don't give a shit » féminisme. Et donc, à ce moment-là, tu te permets à toi-même de lâcher prise et de dire, en fait, le féminisme, c'est avoir le choix. Et avoir le choix, c'est s'assumer. Et s'assumer, c'est on s'en fout. Donc, mon féminisme à moi, c'est d'assumer, que ce soit par rapport à la société, son regard, que ce soit par rapport à ma relation aussi avec mon épouse. Elle est beaucoup plus équilibrée parce que je m'affirme plus. Et par rapport à mes choix aussi. Des fois, avant, je prenais des choix qui étaient sur la base de l'image que je me suis dessinée de la femme forte et féministe et qui a impacté beaucoup ma santé mentale et ma santé physique parce que être féministe aussi, c'est un poids à porter. Et après, je me dis, mais non, c'est pas ça le féminisme. Les hommes, ils ont pas cette charge. Ils ont pas ce poids. Et on peut pas demander aux femmes parce qu'ils ont demandé d'être l'ego des hommes de porter et ça et ça. Et je prends beaucoup de recul et c'est beaucoup, beaucoup plus apaisé. Donc c'est pour ça que je dis le féminisme, il a pas seulement une définition et c'est pas une apparence, c'est pas une façon d'être le féminisme. C'est une pensée et c'est un état d'esprit. Ok. Tu parles de ton époux. Il est arrivé dans ta trentaine. Non, il est arrivé dans ma vingtaine. Dans ta vingtaine, ok. Quand tu étais dans le féminisme pur et dur, mais comment ça s'est passé dans les rapports à ce moment-là? À ce moment-là, non, c'était pas un souci. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire de notre rencontre. En fait, moi, je suis marocaine, donc je suis née au Maroc. Je fais toute ma scolarité au Maroc. J'ai eu ma maîtrise en économie et j'ai passé le concours des grandes écoles. Et donc, j'arrive à Lyon, à l'EM Lyon, pour faire mon école de commerce. Et là, je prends mon premier cours de marketing et je vois quelqu'un rentrer dans la salle. Et coup de foudre. Mais coup de foudre. Comme à la télé. Comme à la vingtaine, je te dirais. On était jeunes et bêtes, hein. Donc, le coup de foudre arrive. Je connaissais pas le monsieur. Voilà. Et après, je sais pas par quel mécanisme de la vie, on s'est retrouvés dans le même groupe de travail. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, on s'est rapprochés et on s'est mis ensemble. Et on s'est mariés après. L'histoire est ce qu'est aujourd'hui. Donc, quand on s'est rencontrés dans un cadre scolaire. Donc, on faisait pratiquement les mêmes études. Lui, il était en finance, moi, j'étais en marketing. Donc, on avait en quelque sorte le même parcours professionnel en visière. Et donc, du coup, ce qui nous alliait, c'était un projet commun de vouloir faire notre vie partout dans le monde. Donc, ni moi, j'étais attachée à un pays, ni lui. D'autant plus qu'au début de notre relation, moi, j'ai perdu ma mère, et qui était une personne très importante dans ma vie, et qui a fait que mon attache au Maroc même s'est un peu diluée. Donc, elle qui m'attachait à ça, j'ai toujours mon père, que j'adore, et j'aime bien passer du temps avec lui, mon frère, ma belle-sœur et mon neveu aussi. Mais ça fait que my home is everywhere.
Et on s'est rejoint sur ça et puis sur pas mal de valeurs. Mon mari, c'est le mec le plus aligné du monde. Ses valeurs sont en ligne avec sa vie, avec ce qu'il fait dans la vie, avec ce qu'il consomme dans la vie, avec sa façon d'être. Il a une vision et il est aligné. Donc, du coup, il n'y a pas de surprise. C'est l'alignement total. Et donc, ça a fait que moi, étant ce que je suis, il a pris le lot. Avec mes qualités, avec mes défauts, et pareil pour lui. Et donc, il savait que il y a des concessions que je ne pourrais pas faire, notamment de valeur. Mais il y a d'autres concessions que je peux faire par rapport à la vie de famille, qui sont plutôt liées à mon éducation. Je suis marocaine aussi, il faut pas l'oublier. J'ai cette culture arabo-musulmane aussi qui me définit. Donc, ce tiraillement, c'était là, et il était très compréhensif par rapport à ça. Et il a changé aussi, hein. On a grandi ensemble. Avec le temps, oui. Là, on va fêter nos 15 ans ensemble, on a grandi ensemble. Et les couples, il faut le dire, hein, c'est pas un fleuve tranquille. Hein. Des ups and downs. Moi, je me trouve, après je me perds, lui, il se trouve, après... Et il faut trouver des compromis. Donc, du coup, oui, il a pris le lot. Ok. Alors, donc, tu dis aujourd'hui, vous avez pris le lot, vous grandissez ensemble. Et puis, il y a les deux enfants qui s'ajoutent à l'équation. Oui. Qu'est-ce que le fait de devenir maman a changé justement à la manière dont tu visualisais la vie, tes rapports au féminisme et tout? En fait, c'est très bizarre pour moi parce que moi, as far as I can remember, j'ai toujours aimé être une maman. Allez, moi, c'est vraiment féministe, mais j'ai joué à la poupée, à la Barbie, je pouponnais et tout ça. Je crois que la maternité était en moi depuis toujours. Donc, c'était une évidence. Et donc, du coup, quand mon fils est arrivé, j'étais en pleine période working girl, hein, à fond la caisse. Et donc, du coup, moi, quand il est arrivé, j'étais chez Nestlé. J'étais brand manager sur un gros produit qui est Nido. Je sais pas si tu connais Nido. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ma hiérarchie sur ce projet-là. Et je suis revenue avec la même punch et attitude que j'avais avant la maternité, sachant que j'avais le bébé à la maison. Donc, physiquement, ça m'a explosé. Et donc, en même temps, j'ai eu une offre de changement de boulot et je suis partie chez Coca-Cola. Sur 2 grosses marques, Fanta et Sprite. Et donc, forcément, moi, je suis quelqu'un qui se lance à fond. Donc, et à ce moment-là, mon mari a eu une opportunité. À ce moment-là, on était au Maroc, hein. Il m'a suivi au Maroc, de revenir en France. Donc, il est parti. Donc, j'étais mère solo au Maroc, avec un bébé, changement de poste, encore à fond. Et j'étais épuisée. Mais ça m'a tellement épuisée, sachant que moi, j'ai eu une expérience chez Coca-Cola, mais exceptionnelle. À l'époque, il y avait une DG dame qui comprenait vachement ma situation. Donc, à chaque fois que je me déplaçais, il y avait ma nounou avec moi et le bébé. Mon boss de l'époque, qui est devenu mon meilleur ami aujourd'hui, était tellement compréhensif. Donc, j'avais pas de pression humaine à ce moment-là que j'aurais pu avoir par ailleurs. Mais c'était la pression de soi-même, de vouloir se prouver. Et voilà. Donc, du coup, la maternité est arrivée comme un tsunami où j'essayais de faire tout. Et en restant comme ce que j'étais avant, c'est impossible. Oui. Mais tu sais, parce qu'à l'époque, on parle de 2012, hein, il n'y avait pas autant de podcasts, autant de maternité décomplexée qu'aujourd'hui. On disait à la maman, oui, tu sais, ça va changer. À l'époque, moi, ce que j'avais en tête, c'est ma maman qui est une Wonder Woman. Moi, je viens d'une famille très, très spéciale parce que ma maman et mon papa sont journalistes. Donc, carrière, mais où on pouvait ne pas les voir pendant des jours. Et mon papa est non-voyant de naissance. Donc, du coup, il avait des postes de responsabilité tout en étant non-voyant. Donc, sa carrière était au centre de sa vie. Alors que ma maman, qui était journaliste aussi, avait, moi, mon frère, même âge, on a 10 mois de différence, en bas âge, un mari non-voyant, la gestion de toute la maison et la gestion de sa carrière. Et donc ça, c'est le modèle dans lequel j'ai grandi. Pour déconstruire ça, maman, ça m'a pris du temps. C'est le prochain point, d'ailleurs. Quand on a un exemple comme ça de maman qui fait tout et que elle se plaint pas et qu'on la voit réussir sur tous les plans, nous on grandit dans l'admiration certes, mais étant femme, j'ai réalisé que ça m'était un poids. Moi, je voulais être ma maman en grandissant. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est plus parmi nous, mais je pense qu'elle est beaucoup plus fière de moi à 40 ans que de moi à 30 ans.
moi, courir dans tous les sens, presque du burn-out. Non, je pense pas qu'elle aurait été contente de me voir comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, le lâcher prise est arrivé pour apaiser tout ça et pour dire, et c'est pas grave. Mais encore, pourquoi elle était ce qu'elle était et pourquoi je suis ce que je suis? Parce que la société a changé, que les mentalités se sont libérées, que les femmes sont devenues beaucoup plus douces entre elles, à se dire la vérité. Moi, je me rappelle à un moment... Avant ça, oui. Tu penses vraiment que les femmes sont devenues beaucoup plus douces entre elles? Des fois, c'est pas l'impression qu'on a. Ça dépend. Il faut choisir son entourage aussi. Moi, je dis, on n'est pas obligé d'être entouré. On n'est pas un arbre. Hein. On s'attache, on s'arrache et on va aller s'installer ailleurs. Non, on t'a mise. Hein. On t'a mise. Et puis, tu sais, quand t'es un people pleaser et que tu veux plaire à tout le monde, c'est très dur. Hein. Je suis passée par là aussi. Tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux pas... Les ruptures amicales sont aussi fortes pour toi que des ruptures amoureuses, voire pire même. Pire même. Et donc, du coup, ça m'a pris du temps à arriver au moment de dire, OK, si je suis bien dans un entourage, c'est que c'est là où je dois être. Ton cercle n'est pas figé, tu peux le changer et c'est pas grave. Et c'est pas toujours dans le conflit. Tu peux dire, oui, je t'aime, Inès. Je t'aime vraiment d'amour. Mais aujourd'hui, notre relation ne me procure pas de l'apaisement. Beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, mais pas ça. Et donc, je vais prendre un peu d'espace. Si tu as besoin de moi, je suis là. Je serai toujours ton soutien. Et si on me parle de toi, t'es ma reine. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être à côté de toi, faire autant de choses qu'avant. C'est très, très, très mature d'arriver à ce point, de se séparer sans conflit, sans forcément avoir un élément déclencheur, juste pour préserver sa santé mentale, quoi. You're better than me. Non, I'm in process, working in process. Moi aussi, franchement, j'ai des ruptures amicales qui m'ont vachement marqué et que tu te dis, non, je l'aime cette personne, il faut pas que je laisse passer mais non, mais après, ça te bouffe. Ah non, I just go on my own. Non, je disparais, c'est tout. Pas même pas, tu parles, en adulte, tu parles. Moi, je parle pas. Ah, ok. C'est ça le problème. Moi, je parle, c'est ça le problème. Moi, je parle pas, je disparais. Ouais. Je disparais. Ghosting. Yeah. J'aime pas le ghosting, je sais pas. Moi non plus, mais je déteste les confrontations. Je déteste les confrontations aussi. C'est un élément vraiment dur pour moi de m'asseoir et de dire oui, il faut. Mais comment te dire, la thérapie fait beaucoup de bien. Et donc, du coup, normalisant qu'on peut être en thérapie aussi. Tout à fait. Oui. Normalisant. Et ce peu importe l'âge. Ah oui, et pas parce que c'est une maladie qu'on va chez le médecin et on va être soigné, mais tout au long de sa vie, hein. La thérapie, c'est pas parce que je vais mal et je vais aller prendre un Doliprane, ça va aller mieux. Non, la thérapie, c'est parce que j'ai besoin de restructurer ma vie, de me recomprendre, de déconstruire pas mal de choses avec lesquelles j'ai grandi et que je chéris tellement que je veux pas laisser passer. Parce que moi, l'image de ma mère, je la chéris tellement. J'aurais tellement être comme ça. Mais si je suis pas capable, je fais quoi? Tu deviens toi. Bah oui. Et tu apprends à être toi et si t'es pas capable de devenir toi par toi-même, tu fais quoi? Tu te fais aider. Ouais. Tu te fais aider parce qu'il n'y a pas de mal. Il y a absolument pas de mal. Ok. Donc, quand on passe l'étape de la maternité, tu te rends compte que tu ne seras pas capable de gérer ça, peut-être autant bien que ta maman, ou bien de l'image que tu te faisais de ta maman. Et comment, d'ailleurs, tu te retrouves au Cameroun avec ton mari? Toi, tu es marocaine. Oui. Lui, il est français. Franco-marocaine. Franco-marocain. Franco-marocain. Oui. Dans un premier temps, il te suit d'abord au Maroc. Oui. Vous repartez en France. Oui. Le Cameroun. Alors, nous, ça fait 15 ans, on a fait 5. À chaque 5 ans, on change. 4-5 ans, on change de pays. C'est voulu. C'est voulu. Oui, c'est voulu. En quelque sorte, c'est voulu. Au départ, c'est la vie qui te mène vers des choix comme ça. Et après, tu prends goût et après, tu cherches à faire ça. Alors, c'est des opportunités de travail. Moi, quand je terminais l'école, je suis arrivée chez L'Oréal à Paris. Après, j'ai enchaîné chez à l'époque, ça s'appelait Kraft Food, aujourd'hui c'est Mondelez. Et après, c'est arrivé en plein période de subprime, il n'y avait pas d'opportunité de trouver de travail, et on est venu me chercher chez Nestlé au Maroc. Donc lui, à l'époque, il était dans l'audit. Et il s'était dit, oui, pourquoi pas, allons travailler au Maroc. Lui, il avait toute sa famille du côté de son papa là-bas, pas dans la même ville, mais une occasion. Et donc, il m'a suivi. Donc, j'étais chez Nestlé, lui, il était en banque d'art. Et après quelques années, donc on a eu notre enfant et tout ça, lui, il voulait donner un aspect international
et en Afrique subsaharienne. Et au Maroc, cette opportunité ne s'était pas présentée. Okay. Donc, il est reparti en France dans l'optique de venir en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne. Et comme je te disais, je venais de quitter Nestlé pour Coca. Mon fils était petit. J'avais de l'aide à la maison et tout ça. Je dis, va là-bas. Sois sûr que tu veux rester là-bas. Laisse-moi le temps de vivre cette expérience. Tu vois, tout est dans la communication. Oui. Et on en parle. Et donc, du coup, moi, je me suis éclatée comme pas possible chez Coca-Cola. Et même sur l'année la première année de mon fils, c'était vraiment Dieu fait bien les choses, Dieu ou la vie selon vos croyances, fait bien les choses au point où on se retrouve là où il faut, quand il faut. Et au bout d'un an, je me suis retrouvée avec lui. Il m'a dit, écoute, mon fils est en train de grandir, je le vois pas grandir. Moi, c'est pas ma conception de la vie. La distance, c'est cool, on se voit chaque mois. C'est pas ça ce que je veux. Est-ce que tu te vois me suivre? Du coup, je me disais, allez, un CV où il y a Coca-Cola, L'Oréal, Mondelez, et je vais trouver du boulot comme ça. Oui. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas encore française. J'étais que marocaine. Donc, j'arrive en France, je galère à trouver du boulot. Oh là là. Avec un CV pareil, on disait, ah non, t'as pas travaillé en France. Ah non, il y a d'autres. Et à chaque fois, j'arrivais jusqu'au bout où j'allais signer et quelque chose arrive. Je me dis, mais Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? Mais j'ai quitté un boulot de malade, une situation financière de fou pour venir ici suivre ma famille. Normalement, je devrais avoir quelque chose de meilleur. Et on se pose plein de questions. Et le couple prend cher parce que tu l'as suivi et tu te retrouves pas. Donc, tu lui en veux. Tu lui en veux à lui. À lui. Et tu te dis, mais pourquoi il est épanoui? La jalousie s'installe. C'est humain. Et oui, on a fait les mêmes études. Lui, il est épanoui. Moi, j'arrive pas à trouver mon épanouissement. Et c'est là où on s'est retrouvés à faire une thérapie de couple. Faites des thérapies de couple. C'est très bien. Qui a vraiment placé la communication au centre de notre couple. Et depuis, on continue. Beaucoup mieux, on continue. Donc, du coup, entre-temps, j'ai trouvé un boulot de malade. Quand je te dis, Dieu, il ferme des fenêtres pour t'ouvrir la grande porte. Et à partir de ce moment-là, je peux te dire, Inès, que I start trusting the process. Parce que je me dis, non, c'est bon. Il y a des choses qui tardent parce qu'ils doivent arriver à un temps précis. Il faut plus que je me pose la question. Et c'était un gros travail entre ça et entre la thérapie de couple, entre l'arrivée à Paris et tout ça, l'enfant et tout. Donc, j'ai commencé ma construction intellectuelle. Tout ce qu'il y avait avant, je me disais, mais avant, moi, j'étais indépendante. Intellectuellement, je te dis. Oui. Ah non, t'es jamais indépendante intellectuellement si tu passes pas par la crise de la trentaine. Et que tu te remets en cause et que tu te mets nu face à toi-même en te disant. Talk about it. I'm going through it. Écoute, je viens du futur pour te dire. It will be fine. It will be fine. And you will be great. Et ça va être encore meilleur. Respire and trust the process. Vraiment. Il faut passer par ça. Parce que si tu passes pas par ça maintenant, tu vas faire ça quand? À la cinquantaine? Non, I don't want it. No, you don't want it. No one wants this. Donc, du coup, fais-le maintenant. C'est très bien. Tu te poses plein de questions sur toi, sur tes croyances, et donc, j'arrive dans un boulot où, déjà, le poste, il est sympa. La catégorie est sympa. Moi, je travaille dans les boissons. Donc, j'ai travaillé pour la franchise qui fait, tu sais, Reactor, Bubble Up, American Cola, Planet. Donc, c'est la franchise. Il y a les embouteilleurs donc, il y en a ici, ces Sources de Pays qui font ça ici. Donc, moi, j'étais au niveau de Monarch, qui est la franchise de Sources de Pays ici. Et donc, je travaillais sur le branding, sur le positionnement des marques. Moi, j'étais sur le Middle East et sur l'Asie. Donc, je voyageais énormément et ça me permettait de souffler, de laisser aussi le papa prendre son rôle de papa quand je suis pas là. Donc, non, c'était nickel. C'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, ce travail-là. Et j'ai fait des voyages où je me suis en quelque sorte retrouvée dans des situations culturellement parlant très décalées de ma culture, de la culture d'adoption qui est la culture française. Et je me suis retrouvée en Iran, je me suis retrouvée en Indonésie, je me suis retrouvée au Moyen-Orient. Et là, ça te permet de t'ouvrir sur tellement de choses et de te poser tellement de questions sur tes croyances aussi. Ah non, cette période est vraiment blast, une bénédiction. Et pendant ces voyages-là, je me retrouve en Égypte pour des réunions de travail. Et j'adore l'Égypte depuis toujours. La culture égyptienne est ancrée chez nous, les Marocains. J'adore la langue, j'adore les films, j'adore la littérature. Et je me suis retrouvée tellement bien que je reviens et je dis à mon mari, si un jour on a l'occasion d'habiter en Égypte, je serais très heureuse. Et Dieu fait, encore la vie fait que
Mon mari a grandi avec sa maman en étant fils unique. Et donc, il a toujours rêvé d'une famille parce que du côté de son papa, il avait 3 demi-sœurs qu'il voyait que très peu. Et il adorait cette interaction. Et il se disait, moi, le jour où je vais avoir une famille, je veux une famille avec une fratrie pour revoir cette interaction. Et moi, à l'époque, en jeune cadre dynamique, je ne me voyais pas avoir un deuxième enfant. Ok. Donc, du coup, on s'est assis. Je lui dis, ok, tu veux un deuxième enfant? On part en expatriation. Histoire que je puisse... You give me something. It's not in this way. Et c'était plutôt, je vais pas m'en sortir. Et là, c'est la self-awareness de la trentaine, où tu admets tes failures. Oui. Je n'allais pas m'en sortir. Et la Tima féministe d'avant dit, ah non, I'm handling it. Mais là, j'étais capable de savoir que un deuxième enfant, j'allais pas m'en sortir entre le boulot, le courir dans tous les sens, un bébé. Non, j'allais pas. Donc, je voulais prendre un break pour faire cet enfant. Et donc, du coup, justement, il avait plusieurs propositions. Et dans ces propositions, il y avait l'Égypte. Ok. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'il m'a offert de toute sa vie. M'offrir ces Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. S'il m'entend, oui. Je suis ouverte à d'autres cadeaux. Je sais qu'il va upgrade. Enfin, aller habiter en Égypte, c'était 4 ans, mais 4 ans où je me suis retrouvée déjà avec mes enfants. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler pendant 1 an et demi. Ok. Et de revenir au travail sur des choses qui ne ressemblent absolument pas à ma carrière. J'ai fait des ateliers de storytelling pour les enfants. Ok. Donc, du coup. Tu es vraiment sortie de ton cadre. Mais rien à voir. Et c'était, incroyable. Je me suis retrouvée avec des enfants, magnifiques. Et dans une communauté incroyable. Mais vraiment, le passage au Caire, c'était vraiment un blast. Et donc, du coup, Corona, je m'occupe des enfants et je suis tellement reconnaissante de pouvoir m'occuper de mes enfants pendant Corona sans la pression d'un boulot. Et je passe un moment magnifique. Sortie du Corona, je me dis, j'ai envie de retrouver, de retrouver l'esprit corpo, en fait. C'est venu d'un truc très bête, très, très bête. Je me dis, j'ai envie de m'habiller et me maquiller et d'aller au boulot. J'en ai marre d'être entourée d'enfants, d'être en pyjama toute la journée. Là, j'ai envie de vraiment. Et le marché du travail en Égypte est tellement dynamique, c'est que je suis allée sur LinkedIn, je trouvais une offre. Je dis, pas mal. 10 jours plus tard, je commençais. C'était incroyable, mais vraiment. Et je pense aussi, le process avait sa main dans cette histoire, parce que vraiment, quand tu passes par tout ce que je suis passée, par quoi je suis passée professionnellement, tu te dis, tu peux pas vivre d'autres expériences intéressantes. Moi, j'ai tout fait. Moi, je dis toujours, j'ai été le petit poisson dans le gros bassin, le gros poisson dans le petit bassin, le gros poisson dans le gros bassin. J'ai tout fait. Et donc, arrivé en Égypte, je trouve cette offre dans une start-up dans les compléments alimentaires. Et donc, moi, j'arrive à la start-up, trop cool, je vais être comme ça avec des jeunes et tout ça. Et je réalise que la start-up est une filiale du 2e plus grand groupe pharmaceutique d'Égypte. Donc, on a des moyens, mais mis à disposition. Donc, les startups, c'est comme ça. C'est la différence entre une PME et une startup. C'est que les startups, on injecte énormément de fonds pour avoir une progression fulgurante dès les premières années. Ça, c'est à l'étranger, pas au Cameroun. C'est censé être pareil dans le monde entier. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas l'esprit startup. Le startup, est-ce qu'on peut faire cette parenthèse ou pas? Si. Ok, parce que les startups, comment ça fonctionne? C'est qu'on arrive avec un projet abouti. Quand je dis abouti d'un point de vue financier, business plan et tout ça, on sait vers quoi on va. Une fois on a un projet abouti, on lève de fonds, mais assez rapidement, pour être accompagné. Et lever des fonds, que ce soit au Cameroun ou partout dans le monde, est possible. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui les entrepreneurs au Cameroun d'aller plus loin et de lever des fonds? C'est la structuration de leur projet. Il n'y a pas d'accompagnement. Il y a beaucoup d'institutions financières qui offrent l'argent. Mais il faut que tu sois nickel, d'un point de vue aussi business plan. Et c'est les angels, les business angels qui manquent, qui vont te incuber et que tu vas arriver pour qu'on t'aide à structurer tellement bien, à pitcher et aller chercher l'argent. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, c'est que j'ai eu la chance d'être dans une start-up qui est déjà endossée par l'angel qui est la maison mère. Et donc, ils ont injecté de l'argent et tout ça. Et j'étais la seule, déjà, pas égyptienne, mais je parlais un peu l'égyptien. Mais pas au point de présenter des PowerPoint en égyptien. Ça, je l'ai appris sur le tas. Et j'étais pas pharmacienne. Ils étaient tous pharmaciens. La première réunion, Inès, ils se faisaient des blagues sur les médicaments.
Et papa, il rigolait, mais comme jamais. Et moi, tu devais être perdue. Mais j'étais perdue. Mais encore, j'étais tellement entourée de bienveillance. Franchement, moi, j'ai toujours été entourée de bienveillance. Ils étaient là à m'accompagner et à comprendre mon délire aussi. J'ai eu tellement la confiance du DG, de mon DG à moi, du grand groupe et tout ça. J'arrivais avec des idées qu'ils avaient jamais vues et ils étaient ouverts à essayer. Parce que moi, je suis FMCG, je suis dans la grande conso. Quand j'arrive sur une nouvelle marque, moi, j'arrive avec mes mécanismes. Et j'ai pris des coups. Déjà, quand je leur disais des choses, ils me regardaient avec des grands yeux. Hein, quoi? Pourquoi? Mais parce que. Et ils m'ont fait confiance. Et ça, c'est tellement, tellement bien. Aujourd'hui, je suis tellement fière de dire que la marque, elle s'appelle Limitless Naturals. Elle est numéro 1 des suppléments alimentaires en Égypte. Hein. Quand on parle d'Égypte, c'est 100 millions d'habitants. Et quand j'ai présenté mon premier brand plan, là, il faut parler de failure. C'était une énorme failure, en fait, en quelque sorte. Il faut le dire. Hein. Je suis arrivée avec des super idées. Je présente au bout de 2-3 mois. Je sers pas encore trop le marché. Non, pas le marché, mais comment fonctionne le pharmaceutique. Et donc, j'arrive avec un super plan côté conso. L'idée créative était là. Et mon boss me dit, et tu fais quoi pour les pharmaciens? Et là, je lui dis, hein? Pourquoi les pharmaciens? Tu n'y as pas pensé. Tu fais quoi pour les médecins? Je dis, les médecins? Mais pourquoi les médecins? C'est le consommateur qu'il faut activer pour qu'il aille demander au pharmacien. Je dis, mais non, il faut activer les trois. Parce que si le médecin ne le prescrit pas, il n'y a pas la légitimité du produit. Si le pharmacien ne le pousse pas, ton client va venir le chercher, il va pas le trouver. Donc, il faut vraiment faire le 360. Et là, je prends le coup. Et oui, t'as raison. Et je repars travailler ma copie et tout, et je reviens au bout de 10 jours. Et c'est nickel. Et là, j'ai jamais pris mal de l'échec, je l'ai jamais pris mal. Je dis, allez, hop, ok. Bah, après, ton ego, il prend un coup. Mais après, tu te dis, ce plan, il est vachement mieux que le premier, quoi. Le premier, oui. Non, c'était nickel. Franchement, je dis toujours, l'Égypte, c'est l'apothéose de ma carrière, d'un point de vue humain, parce que c'est la première fois où j'ai une aussi grande écoute. On était 30, hein, dans l'équipe. Donc, c'est une grosse équipe où il faut avoir des challenges managériels, il faut comprendre ton équipe, essayer de les satisfaire, les faire évoluer. Et moi, je suis plus fière du fait que quand je suis arrivée et quand je suis partie, toute mon équipe a évolué. Que ce soit sur les postes, intellectuellement, sur leur projet de carrière et tout ça. Et on en parle encore. On peut parler business, combien j'ai vendu, mais ça, c'est pas grave. Tout le monde peut. Mais humainement, un manager, s'il ne fait pas évoluer ses équipes, il ne sert à rien. À rien. Absolument à rien. Complètement. Et vous partez de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Comment? Alors, comme je t'ai dit, le projet professionnel de mon mari allait nous ramener quoi qu'il en soit, en Afrique subsaharienne. Oui. Et lui, il a un intérêt particulier pour le Cameroun. Donc, oui. Donc, il adore l'Afrique centrale. Il adore cette région. C'est une région qui est très chère à son cœur. D'accord. Et donc, il a eu cette opportunité de venir au Cameroun. Et tu sais, je t'avais dit que j'ai commencé à trust the process à partir de la trentaine. Et donc, du coup, allez, on va en Égypte. Et ça se passe bien. Encore, on trust the process encore plus. On va au Cameroun. Allez, on va au Cameroun. Et ça se passe bien, tu vois. Donc, du coup, on est arrivé en 2022. En août 2022. Lui, il est arrivé sur son poste actuel. Et moi, c'était une grande question. Donc, je suis arrivée en me disant, allez, de toute façon, quand on est dans l'expatriation, il y a toujours ce qu'on appelle une période d'installation qui est très importante pour la famille. Et c'est ce qu'on nous appelle les conjoints suiveurs. C'est le conjoint suiveur qui doit en prendre en charge ça pour permettre à celui qui travaille de commencer son poste en toute sérénité. Donc, dans cette installation, c'est déjà se sentir bien chez soi parce qu'on change de maison. Et nous, dans notre cas, on change de maison sans nos meubles. Donc, on arrive dans quelque chose qui est déjà meublé. On n'a pas encore nos conteneurs avec nos livres, nos souvenirs, nos vêtements, nos décorations. Donc, c'est une période assez importante, surtout pour les enfants. Et je vais parler un petit peu d'expatriation. Quand on arrive dans un nouveau pays, le plus grand challenge, c'est avoir sa communauté, en quelque sorte. On a des enfants en bas âge, on est en couple, et on arrive dans un pays où on connaît personne. Donc, il faut trouver des amis, il faut sociabiliser. Sinon, on va se sentir isolé et ça va pas faire beaucoup de bien ni pour la famille, ni pour la personne qui travaille, et encore moins pour le conjoint suiveur.
Oui. Donc, moi, étant social butterfly by definition, by nature, j'ai pris cette mission en charge. Et donc, du coup, le temps de s'installer, de commencer à connaître un peu de monde. Et puis, il y a une communauté expat, il faut le dire, à Douala, qui est très solidaire. Hein. Ils sont vraiment très solidaires. Et donc, ça a commencé par la communauté expat et tout ça. Et à un moment, j'ai été sollicitée pour faire une intervention sur le branding, sur le storytelling et le branding, parce que pour la plupart des conjoints suiveurs, ils créent leur propre entreprise. Et il faut les aider sur tous les aspects marketing. Donc, j'ai fait ça. Et à la fin de la session, on est venu me voir. Ah, tu peux pas nous accompagner? C'était intéressant. Moi, j'aimerais bien travailler avec toi et tout ça. Je dis, allez, quoi, je vais me lancer dans le conseil. Au début, c'était le conseil. Parce que moi, ayant travaillé toujours chez l'annonceur, je n'ai jamais pris en charge ma création de contenu. Je prenais des agences, donc j'étais de l'autre côté. Oui. Là, je me disais, je vais faire du conseil. Mais quand on fait du conseil, les gens s'attendent plutôt à un rendu palpable, à une mise en action de ce qu'on leur a conseillé. C'est là où la création de contenu est venue dans la perspective, dans le loop. Et j'ai rencontré Kendra, qui était aussi dans ce groupe. Et Kendra, elle est dans la création de contenu sur Instagram avec son compte La Petite Lionne. Et j'ai regardé ce qu'elle faisait et j'adorais son univers. Kendra, elle est très à cheval sur tout ce qui est artistique, identité visuelle. Donc, si on va sur son Instagram, on voit sa patte artistique. Voilà, il y a une direction artistique dedans. Et donc, je me rappelle, j'étais avec des copines en train de prendre un verre et ils me disent, ah, c'est bien, lance-toi, on a besoin de toi et tout ça. Je leur dis, mais je connais personne dans la création de contenu. À l'époque, je connais pas les influenceurs, je connaissais personne. Et qu'il y a Kendra qui passe avec d'autres copines. Et on avait une copine en commun qui me dit, mais Kendra, elle est là-bas. Et là, elle l'appelle, elle dit, Kendra, viens, je te présente. Elle dit, Stima, tu sais, elle fait dans le conseil. Toi, tu fais dans la création de contenu? Elle a dit oui. Elle dit, tu veux travailler avec elle? Elle m'a regardé, elle me dit, tu veux qu'on travaille ensemble? Je dis oui. Elle m'a dit, ok. Et c'est comme ça que c'est passé. Pour te dire, elle l'a même pas demandé ce que je voulais d'elle. En fait, c'est process again. The process again. Mais avant qu'on ne parle peut-être de comment ton aventure professionnelle au Cameroun a débuté, moi, je veux savoir comment est-ce que tu te situes en tant que conjoint suiveur. Surtout quand on sait que ton background de féministe et tout ça, on s'attend des féministes, surtout aujourd'hui, que ce soit des personnes affirmées, qui se disent, OK, je fais les choses à ma manière, et puis c'est comme ça, c'est tout. Suiveur et féministe, dans la même phrase, de nos jours, peut paraître antagoniste. Mais pas du tout. C'est pour ça que je te dis, ça dépend comment on suit. Si on suit dans la dépression et dans attendre que lui, il vienne me chercher pour me sortir le soir, non, maman, c'est pas du féminisme. Le féminisme, c'est de se donner les moyens pour exister. Donc, lui, à chaque fois qu'on en parle, je peux lui en vouloir parce que je le suis. Et des fois, je suis jalouse de sa réussite professionnelle parce que c'était plus simple pour lui, c'était structuré. Mais après, on en parle, il me dit, est-ce que c'était un choix commun? Oui, c'est un choix commun. On s'est assis, on a pris cette décision. Oui, tu m'as suivi au Maroc, je t'ai suivi en France. On a pris la décision ensemble d'aller en Égypte, on a pris la décision ensemble de venir au Cameroun. Il faut qu'on chacun trouve. Et à partir du moment où tu dis, mon bonheur ne dépend pas d'autrui, je pense que tu vis ton féminisme au maximum. Moi, aujourd'hui, mon bonheur ne dépend pas de mon conjoint. Et comme lui, il est dans la compréhension de ça. Lui, il est féministe aussi. Parce que il y en a qui vont pas comprendre. Ah non, tu n'as pas le droit. À partir du moment où quelqu'un te dit tu n'as pas le droit de faire ça, et il est pas féministe. C'est ça ma définition de la chose. Aujourd'hui, j'ai mes propres repères par rapport à ce qui me rend heureuse. Ces repères-là, ils sont dans la compréhension totale de mon conjoint. Parce que comment te dire? Ils sont heureux de nous voir, on les fait pas chier. Oui. Donc voilà, donc c'est mon féminisme au Cameroun, comment il se manifeste en étant une conjointe suiveuse, c'est que quand on est en société, les gens ne me parlent pas en étant la femme d'eux. Je suis arrivée au point où j'existe par moi-même. Par toi-même, Par mon activité, ça peut être par du social, ça peut être par mes intérêts. Tous les conjoints suiveurs ne travaillent pas, et tant mieux. Chacun fait ce qu'il veut, c'est parce que le féminisme part par le choix. Mais aujourd'hui, quand on est en société, supposons qu'on est en dîner, et qu'il y a des hommes qui travaillent tous, dans le cadre d'expatriation.
leur conjoint ne travaille pas. Moi, j'ai la chance d'être entourée que des femmes qui sont en train d'évoluer autrement. Okay. Il y en a qui ont créé leur boîte, il y en a qui sont dans l'associatif, il y en a qui sont très investis dans une activité artistique, dans une activité de création de contenu. Ils ont leur activité. Donc, ils existent par eux-mêmes. Dans une activité sportive aussi, l'expatriation te donne les moyens. Il faut pas cracher sur ces moyens-là. Il faut les prendre et en faire quelque chose qui te définit selon tes besoins, selon tes envies. Et ton féminisme va fleurir sur ça. À partir du moment où une femme existe par elle-même, elle peut exister par... Moi, je t'ai dit, je me définis comme étant maman, mais j'existe par moi-même, je suis Tima. Si tu m'enlèves mon conjoint, tu enlèves mes enfants, tu m'enlèves Cho, tu m'enlèves mes amis, est-ce que je peux avoir une conversation avec toi? Oui. Est-ce que je peux t'ajouter quelque chose et toi m'ajouter quelque chose? Oui. Eh ben, je suis féministe. Mais tu parlais de la notion de bonheur en dehors de ton mari et tout. À quoi se raccroche ton bonheur aujourd'hui? Comment est-ce que tu le visualises, le bonheur? À ma sérénité. Okay. Ah là là, dormir le soir, c'est être serein, faire les choses sans pression, prendre son temps. La sérénité, c'est l'émotion la plus précieuse. On peut croire que c'est la joie, mais non, la joie est temporaire. Elle est éphémère. On peut croire que la tristesse est mauvaise. Non, la tristesse est bien. C'est la colère aussi. C'est des émotions qui construisent notre personnalité. Mais l'objectif, des ultimate goals, c'est la sérénité. Je pense aussi. C'est ça. Et donc, moi, mon bonheur passe par la sérénité, forcément. Comment tu fais donc pour construire ta sérénité dans un environnement comme celui-ci? Parce que nous, on connaît les réalités du Cameroun, surtout en tant que femme. Ouais. J'ajoute encore peut-être la couche de femme étrangère. Oui. Femme qui suit son époux. Comment est-ce que tu fais pour bâtir ta sérénité dans un environnement comme celui-là? Alors, moi, étant étrangère, justement, et je sais que ce podcast va être vu par pas mal de gens de ma communauté, je me dois de prendre un peu de recul et de revenir au fait que quand on choisit de venir dans un pays qui nous offre l'accueil, et des opportunités professionnelles, des opportunités personnelles, sociales, on se doit de s'adapter. Moi, je me suis toujours adaptée. Quelqu'un qui vient chez moi au Maroc, il s'adapte, maman. Je pars en France, je pars en Égypte, je m'adapte. Beaucoup de mes copains me disaient, ah, mais tu parles égyptien en Égypte? Oui, je parlais égyptien, mais avec tellement de bonheur, mais tellement de bonheur de me retrouver des fois dans des cercles où on pense que je suis égyptienne parce que je suis tellement intégrée, j'adore ça. Et en m'adaptant là-bas, j'ai ramené ma culture parce je me suis intéressée à eux. Ils se sont intéressés à moi. Ils ont mangé marocain chez moi. J'ai commencé à parler ma langue. On a rigolé pour la différence et tout ça. Pareil au Cameroun. Je suis arrivée et au Cameroun m'a offert tellement de choses en termes humains que je ne peux pas cracher sur ce pays-là. Oui, tout est difficile au Cameroun. Malheureusement, on le sait. C'est la réalité économique du pays qui fait ça. Mais on peut pas arriver avec la certitude que moi, j'ai travaillé là-bas et je connais tout et je sais comment faire. Non. Moi, j'ai appris tellement de choses. Moi, je te disais avant, j'étais pas dans la création de contenu. Et même culturellement, j'ai appris pas mal de choses. Le Cameroun est riche culturellement. J'ai appris sur l'ethnie, j'ai appris sur les régions, sur comment vous définissez chaque région, c'est quoi leur force et tout ça. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, je lui dis, mais toi, t'es pas ça, hein, je le sens, t'es pas ça. Tu dis, comment tu sais? Non, toi, tu dois être ça. Et ça, si tu t'intéresses pas à ça, tu passes à côté d'une richesse incroyable. Moi, la facilité, c'était quoi? De rester entre Français et entre Marocains et entre expats et de ne pas... Et ne pas sortir de ce cercle-là. Mais quel bonheur de ramener des Camerounais à ma culture, et de me retrouver avec des Camerounais qui salé sucré, et moi, manger l'ondolé chez les gens, et quand mes copains m'appellent en me disant, ouais, on a ramené, là, Stéphane, il revient de l'Ouest, il a ramené des mangues, il m'a envoyé des mangues. Non, c'est un plaisir. Kendra, elle fait d'une dolée, mais on voit. C'est un plaisir de partage auquel on peut passer à côté si on s'ouvre pas. Tout est dans l'ouverture. Moi, le Cameroun, je sais que j'ai souffert sur des aspects parce que c'était le process qu'il fallait que j'accepte. L'acceptation totale, le lâcher prise. Ce qui prend 1 heure, prend 10 jours, c'est pas grave. À la fin, c'est fait ou c'est pas fait? C'est fait. Mais peut-être le processus pour accepter que ce sera fait, c'est la chose la plus difficile, moi, je pense. Est-ce que tu veux the next truth? Là, je vais te parler vraiment, vraiment en toute sincérité et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va te dire ça ici.
Si j'ai pas la pression, c'est parce qu'on est à l'aise financièrement. Quand on est entrepreneur, il faut dire les choses, maman. Il faut mettre les mots. Un entrepreneur qui vit de son activité va péter un câble. Oui. Parce que l'aspect financier est très drainant ici. Le recouvrement, négocier les marchés, aller trouver le travail, c'est très drainant. Les impôts, tout le monde. Je veux pas parler de ça. Pardon. Mais je te dis, je parle de tout sauf de ça. Donc, du coup, aujourd'hui, le fait que mon seul stress sur mon activité, c'est de payer le personnel à la fin. Beaucoup de fois. Tellement de fois. Il nous reste pas beaucoup d'argent, mais il nous reste rien à moi et à Noëlla, parce qu'on est deux expats dans le truc. Qu'on se dit, ce qu'on a vécu est tellement, tellement chouette que c'est pas grave. Mais j'imagine même pas si j'étais dans le cas de figure où je dois payer le loyer avec ça, où je dois envoyer mes enfants à l'école avec ça, où je dois consommer avec ça, parce que le Cameroun coûte cher. Hyper cher. Donc, avec notre niveau de vie et avec le style de vie qu'on mène ici, c'est pas l'entrepreneuriat qui me fait vivre et je l'assume et ce n'est pas grave. Ça passe par une dépendante financière. Certes, j'aurais adoré être indépendante financièrement. Je l'ai toujours été. Mais aussi, ça fait partie du lâcher prise. On peut pas être partout. Et après, tu vas me dire, mais toi, féministe, t'es dépendante financièrement? Ah non, mais comme tu l'as défini dès le départ, le féminisme, c'est le fait d'avoir le choix. Oui. Tu as choisi de toi-même d'être le conjoint suiveur. Tout à fait. Ça passe aussi par la dépendance financière. Et qui est dure, hein. J'imagine. Elle est très dure. J'allais rentrer là-dedans. Ouais. Elle est dure, même si moi je suis dans un cas de figure où vraiment mes finances étaient je ne le sens pas que c'est pas mon argent. Mais il y a une petite voix là, cette petite voix qu'il faut taire, mais j'arrive pas encore à la tête, qui te dit, ah non, quand même, c'est pas. Mais ça ressemble à quoi quotidiennement? Non, quotidiennement, c'est pas sur ce genre de dépenses. Quotidiennement, il n'y a pas de souci. On a deux cartes et donc, du coup, moi, j'ai ma carte et je suis indépendante financièrement. C'est pas ça. L'indépendance financière, elle est plus profonde. Tu veux faire un investissement propre à toi. Tu veux prendre un avion et partir en voyage sur un coup de tête. Tu dois en parler. Oui. Avant, j'avais pas ça. Avant, quand on était à Paris, on gagnait exactement la même chose. Et forcément, c'est sûr. Tu veux faire un cadeau à un de tes proches d'une certaine valeur. Tu dois en parler. Parce que c'est pas ton argent. Si c'est ton argent, parce que quand même, tu participes à cet argent. Il aurait pas pu faire ce qu'il fait aujourd'hui si moi, je fais pas ce que je fais. Mais, j'imagine même pas. Et là, ça me met encore dans la chaussure, dans une des choses, les femmes qui ont une dépendance complète financière, qui ne peuvent pas aller au supermarché acheter ce qu'ils veulent parce à qui on laisse 10 000 avant de sortir, parce que ça, c'est une dépendance financière que je ne souhaite à personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, True trouve tout son sens dans l'accompagnement des femmes à être indépendantes financièrement. Moi, j'ai envie que toutes mes clientes soient indépendantes d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas sur tous les aspects de la vie, parce que l'homme aussi, il doit prendre en charge sa famille. Et c'est pas antiféministe de dire ça. Mais, en même temps, il faut que la femme soit libre de sortir l'argent qu'elle veut quand elle veut. Donc, tu penses que l'homme doit être pourvoyeur dans la dynamique du couple? Je pense que les parents ou le couple doit être pourvoyeur dans la dynamique du couple. Je pense que il faut mettre les moyens que le couple a au milieu et de dire, voilà ce qu'on met au milieu pour la gestion du foyer, voilà ce que je veux mettre de côté. Moi, je suis sur la transparence, mais parce que mon couple marche comme ça, sur la transparence financière. On a toujours fonctionné avec un compte commun au milieu, chacun son compte. Et après, on fait des achats communs, on fait des achats chacun de son. Pourquoi garder son côté et avoir? Parce que c'est inapproprié de se poser la question qui a payé pourquoi quand il s'agit du couple, mais en même temps, on a envie de se faire inviter au resto avec son propre argent. Et j'ai envie de lui offrir un cadeau avec mon propre argent. Donc pour moi, le meilleur schéma, quand on est tous les deux indépendants financièrement, compte commun, chacun son compte. D'accord. Projet commun, chacun ses projets. Après, quand on arrive dans des décisions encore de famille où t'es pas indépendante financièrement, là, il faut rediscuter le mécanisme et voir comment on fonctionne. Et là, la communication est une clé. Moi, je ne me projetais pas dans une situation où je peux demander de l'argent à mon conjoint. Donc, il fallait trouver une situation où on a un budget, je sais, le budget, il est connu, c'est moi qui gère. Et du coup, tu ne demandes toujours pas?
Ça t'arrive jamais de lui dire... Non, sur le quotidien, je parle bien sur le quotidien. Oui. Non, on va demander, par exemple, si, par exemple, je vais aller en voyage. Forcément, on va se poser, est-ce qu'on a les moyens pour que je puisse... Alors qu'avant, je connais mes moyens, je pourrais partir. Oui. J'ai envie de prendre un billet d'avion, des gros achats, tu vois. Oui. Aujourd'hui, je sais que pendant 4 ans, à titre personnel, je n'aurais pas pu investir. Parce qu'il y a encore la petite voix. À titre de couple, oui, on a investi, mais à titre personnel, non. Et encore, it's fine. C'est des parenthèses. Et le futur est fait de façon tellement inattendue qu'on sait pas. Peut-être qu'après, je serai celle qui gagnait plus et que, donc, du coup... Est-ce que tu te vois porter cette charge-là aujourd'hui? Ah oui, mais pourquoi pas? Okay. Mais lui aussi, il se voit. Pourquoi pas? Non, en fait, il n'y a pas de tabou dans ce cas de figure. À partir du moment où le couple gagne bien sa vie pour bien vivre, il est où le problème? Mais franchement, il n'y a pas. Et encore, c'est parce que c'est un schéma qui nous va à nous deux. Et tous les deux, on a un rapport à l'argent qui est très transparent. C'est nous. Après, les autres couples, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai de leçons à donner à tout le monde, à personne en plus. Et donc, forcément, non, ça me dérangerait pas. Tes enfants, aujourd'hui, tu as un garçon et une fille. On sait qu'en général, l'éducation, bon, surtout en Afrique subsaharienne, maintenant, je sais pas comment c'est avec peut-être la culture marocaine, mais comment tu les visualises dans le futur par rapport à toutes ces questions-là, notamment? Alors, ma mission sur l'éducation de mes enfants est la mission de ma vie. C'est là où mon féminisme va sortir. Aujourd'hui, j'éduque mon fils et ma fille de la même façon. Exactement pareil. Avec les mêmes contraintes et avec les mêmes attentes. J'ai aucune attente supérieure pour le garçon que pour la fille et j'ai aucune pression sur la fille que sur le garçon. Ils font les mêmes tâches par rapport à leur âge aussi, hein, parce qu'ils ont quand même 6 ans de différence. Ils font la même... L'accueil de leurs émotions est fait de la même façon. Jamais tu vas m'entendre dire non, t'es un garçon. Non. Et ma fille, elle a demandé à faire du foot. Elle va faire du foot. Je suis à l'écoute de leurs émotions, de leurs besoins. Et quand tu les vois aujourd'hui, ils ont les mêmes sensibilités. Mon fils est très sensible et ça me va très bien parce que c'est sa personnalité. Il s'habille comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a les cheveux longs. Il a décidé d'avoir les cheveux longs. On l'a embêté à l'école. Mais il adore ses cheveux. Ses cheveux sont magnifiques. Donc là, il fait des tresses et c'est très bien. Il s'assume quand il pleure, il s'assume quand il est en colère. On accueille leurs émotions. Ma fille, elle a tellement de personnalité que moi, je me dis quand je serai grande, je veux être ma fille. Elle a tellement la nouvelle génération de filles. Elle est d'une indépendance que she's ready. She's ready for life. Et donc, du coup, vraiment, non. Je leur donne tous les outils pour qu'ils soient indépendants, intellectuellement, financièrement, à faire à manger, à vivre seul, à aller en voyage seul. Les deux. À ne rien attendre venant de personne. Exactement. Je pense que c'est l'une des choses dans laquelle la génération avant nous a fauté. Parce que moi, je regarde par exemple ma maman, mes oncles, mes tantes, ils sont toujours en attente d'autrui pour réaliser quoi que ce soit. J'aimerais bien aller à tel endroit, ouais, mais je n'ai personne pour... Pourquoi tu n'y vas pas? Vas-y. Et c'est tout le contraire de la génération après moi, par exemple. Moi, je regarde mes petites cousines. Ah, les Gen Z. Je les adore. Ils n'ont peur de rien. Role model. Surtout pas les filles de la Gen Z generation. Elles n'ont peur de rien. Moi, je les entends parler de leur rapport avec les hommes. Elles n'ont pas pitié. Pas du tout. Des fois, j'écoute mes petites cousines et je me dis, mais je devrais prendre des leçons d'amour chez elles, en fait. Like, je l'ai bloqué hier parce que il m'a mal répondu. And I'm like, ok, tu ne vas pas l'appeler pour lui expliquer pourquoi. Why will I do that? Et après ça, c'est limite, il gosse beaucoup et tout. Donc, du coup, ça, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Mais j'apprécie leur indépendance. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ils ont une certaine indépendance. Beaucoup trop. Ouais. Je pense que c'est vraiment, ça contrebalance avec ce que nous, on a eu à l'époque. Bon, peut-être parce que entre toi et moi, bon, est-ce qu'on va dire qu'on est de la même génération? Je sais pas. T'es de quelle année, toi? 91.
Et moi, je suis de 82. Donc, on a 11 ans de différence. Oui. Non, t'as chopé la fin de ma génération, quoi. C'est ça. Oui, mais moi, je suis plus dans une génération où on attendait vraiment de nous à faire plaisir à tout le monde. Je sais pas si ça, tu l'as vécu. Un peu moins. Oui, un nous, peu moins. beaucoup, hein. Oui. C'est-à-dire que moi, mon bulletin, il était communiqué à toute la famille. En fait, il fallait que je sois bonne à l'école pour tout le monde. Et il fallait que je fasse, et c'était pesant, hein. Oui. Et notre génération était beaucoup dans la comparaison. Ce que moi, je ne fais jamais avec mes enfants. Vous êtes bon à l'école parce que c'est bien pour votre avenir. On s'en fiche qu'il y a eu, premier de la... J'aurais aimé que tu sois premier de la classe, mais pour toi, pas pour les autres. Mais, nous, on a été beaucoup dans la comparaison, certes. On a été beaucoup dans, tu sais, on est génération Disney. Oui. Dans It lived happy ever, tu vois, Ever after. Ever after. On est vraiment dans cette génération où la réussite était codée. Tu vois ce que je veux dire? La réussite passait par un poste, par un mariage, par une maison qui ressemble à un, alors que eux, ils ont tellement de représentativité que leur succès est différent. Il ne ressemble pas au nôtre. Moi, je sais que ma mère qui a fait une grosse carrière, j'ai perdu avant mon mariage. Je pensais que elle aurait été plus fière de moi pour mon mariage que pour ma carrière. Oui. Parce que pour elle, c'était la famille, le mariage et tout ça. Et que j'ai grandi chez nous au Maroc, quand on se souhaite des choses, et pour les filles, ce qu'on peut leur souhaiter de mieux, en tout cas, là où j'ai grandi, c'est de te voir une belle mariée. C'est ça. C'est pareil ici. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans une société, on dit aux filles, pourvu qu'on te voit mariée, bien mariée, et aux garçons, pourvu qu'on te voit ingénieur ou médecin. Donc, ça aussi, alors qu'il y a des garçons qui veulent pas être ingénieurs et médecins, et it's fine, et il y a des filles qui veulent pas se marier, and it's fine. True. Yeah. Donc, du coup, moi, je te dis, autant que j'étais dans la colère du féminisme de l'époque, j'avais toujours en tête que j'allais me marier. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est une injonction. C'est paradoxal. C'est hyper paradoxal. Et cette injonction, elle venait de deux choses. Du fait que j'ai grandi en me souhaitant toujours d'être mariée. Je savais que ça allait être la fierté de tout le monde de me voir mariée. Et puis, moi, je viens d'une culture, d'une religion. On peut pas avoir des enfants sans le mariage. Donc, forcément, je voulais des enfants. Et donc, ça passait forcément par le mariage. Par le mariage. Donc, non, j'ai grandi avec beaucoup d'injonctions que j'essaye. C'est pas toujours facile, faut s'avouer, de les enlever à mes enfants. Et en plus, j'étais en train de me remettre en question. Et c'est un sujet hyper ouvert au débat. Moi, mes enfants, quand je leur parle, je dis, je veux vous voir heureux. Et hier, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas une injonction? Est-ce que c'est pas leur mettre la pression d'être heureux? Est-ce qu'ils doivent pas savoir que dans la vie, on peut être heureux mais malheureux et c'est pas grave? Et je vais essayer j'ai pas encore arrivé à la solution de cette injonction, mais à vouloir souhaiter tout le temps aux gens d'être heureux, on leur met la pression. Au point que quand ils sont malheureux, ils se disent, il y a un truc qui va pas, je suis malheureux, alors que je dois être heureux. Comment je vais faire? Allez, yoga, allez, méditation. Mais là, aujourd'hui, tu es heureuse. Là, aujourd'hui, je suis sereine. Ok. Non, c'est le sentiment, le meilleur sentiment pour toi. Exactement. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, hein. C'est l'essentiel. Et la sérénité n'est pas, il faut pas, it's not granted. Il faut pas la prendre pour acquise. C'est du travail au quotidien, hein. C'est le overthinking que tu calmes, c'est l'entourage que tu tamises, c'est les durs choix que tu fasses pour apaiser autour de toi. C'est des priorités que tu fais. C'est des gens avec qui tu peux bosser mais que tu veux pas bosser et que tu bosses pas. C'est des opportunités que tu laisses passer parce que ça t'apporte pas de la sérénité. Ça peut t'apporter autre chose mais pas de la sérénité. C'est des choix. Beaucoup de choix. En tout cas, c'est sur ces choix-là qu'on clôture notre super belle conversation. Ah, c'était trop chouette. Beaucoup trop. J'ai trop parlé, pardon. Non. Asia, comme on dit ici, j'ai trop parlé. Ah non. J'en ai appris tellement sur toi. Entre l'Égypte, l'Inde, tout. La France. Et écoute, quand je serai grande, je serai comme ça. T'es déjà comme ça. Thank you. Just do it. Let it go. Let it go. En tout cas, on te remercie encore d'être passé sur le canapé de The Realness Podcast. Merci à toi, Tima. Et merci au Cameroun de m'accueillir. Aujourd'hui, je suis accueillie comme vraiment une Camerounaise. Merci. Écoute, tu es une Camerounaise, écoute. Il y a qu'à voir. Rejoignez Tima sur tes réseaux sociaux. Non, sur True. Ouais, on va afficher ça à l'écran. Et nous, rejoignez la conversation en utilisant le hashtag The Realness Podcast. N'oubliez pas de vous abonner.
de commenter, de liker, de parler du podcast autour de vous et surtout retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus. Bye bye.